Top moins fiable. J'ai appelé du coup l'atelier des Mercedes à cause de mon petit voyant ASR. Le SMS que j'ai reçu est plutôt drôle. Je cite ASR ça pue MDR. Et il m'a dit que globalement j'avais 5 calculateurs ASR sur la voiture et que c'était sûrement lié à mon problème de régime et que j'avais un calculateur ASR mort. Alors, moi je trouve que c'est une super intro parce que pour le top des voitures moins fiables, on est super bien placé. De ma vie, la dernière fois que j'ai une voiture fiable, c'était il y a une dizaine d'années. Depuis... C'est la merguez partie. La ZX-8 9D, c'était il y a 10 ans. S'il y a bien 2 personnes placées Oui, ah bah c'est ce que je disais. pour parler des voitures les moins fiables. C'est ce que je disais, mais c'est ce que je disais, j'ai jamais eu une voiture fiable du coup moi, techniquement, sur le papier. Ouais, mais toi, t'as jamais eu de problème. T'as eu quand même 2 Land Rover, Range Rover. T'as eu un Tiguan TDI 140, qui était le moteur diesel le moins fiable de Volkswagen. T'as jamais eu un problème. Comme quoi. Générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Aujourd'hui, nous allons faire un top, un guide. Mais c'est même pas ça. Déjà, on va faire un constat. Les voitures les moins fiables que vous pouvez trouver sur le marché. Mais ça nous avance pas vraiment. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui fait une voiture pas fiable? Quelles sont les choses à éviter lorsque vous cherchez une voiture et que vous voulez une voiture fiable? Et surtout, à l'avenir, qu'est-ce qui fera que les voitures d'aujourd'hui seront moins fiables? Et en vrai, pour savoir si les voitures sont plus ou moins fiables, il y a en fait un petit peu des organismes à droite à gauche. Alors, non mais attention, j'ai pas dit que c'était super. Je donne une info générale parce que les gens qui sont sur cette vidéo, ils sont allés voir ça d'abord. Et du coup, j'explique qu'il y a beaucoup d'organismes qui font des suivis sur les voitures et qui disent ok, sur tel modèle, telle année, il y a tant de problèmes. Ça sort une tendance, ça aide un peu. Pour remettre dans le contexte des organismes qui recensent ça, donc les exemples qu'on va vous donner ne sont pas du ressenti. C'est des exemples qui sont basés sur un réel, sur une réalité, qui sont établis par des organismes, mais à prendre en compte quand même dans les classements qu'on a utilisés et dans les classements que vous pouvez trouver sur Internet, il y a 2 choses. Les classements prennent en compte les retours des véhicules chez leur constructeur en garantie. C'est-à-dire que si la marque précitée te dit monsieur votre véhicule je sais pas ce qu'il a, démerdez-vous, ça sera pas pris en compte. Et puis pareil, si t'as fait tes réparations ailleurs, si t'as eu plein de problèmes sur une bagnole, que t'es jamais repassé chez le constructeur, que t'as fait toutes tes réparations ailleurs, ces organismes-là seront pas au courant en fait. Ça c'était les organismes à l'ancienne, les organismes plus récents intègrent maintenant les passages en atelier, mais la réalité c'est que le passage en atelier on sait pas ce qu'il veut dire, ça se trouve c'était juste une pression de pneus. Mon père typiquement, il va faire sa pression de pneus chez le constructeur, d'accord? La pointe de lave-glace. Non, le lave-glace il le fait lui-même. Waouh! Mais la pression des pneus. Il y a un mécano là! Ouais, mon pote. Jacques, il tourne dans la clé de douche, Jacques. T'inquiète. Donc ça compte techniquement, informatiquement comme un passage. Genre, non mais du coup forcément ça donne des chiffres hilarants. La dernière marque qu'on va vous citer passe les 250 passages pour 100 voitures. Ouais, c'est ça. T'as plus de 2 passages par bagnole, quoi qu'il arrive. Donc si t'achètes une voiture, en moyenne, tu passeras 2 fois et demi à l'atelier dans les 3 premières années. Si en plus de ça, tu prends en compte les classements qui pondèrent aussi avec l'avis satisfaction client. Il y a des classements qui pondèrent avec l'avis de satisfaction. Alors, j'ai pas compris. Ah, je comprends pas non plus, surtout que vraiment, vous le savez mieux que nous, je crois, tout et n'importe quoi se dit sur Internet. Et sur les forums, souvent, de gens qui aiment bien, genre, une marque ou une autre, c'est assez peu objectif. Tu vises une marque en particulier avec une clientèle non objective? Alors, vraiment pas du tout. Ah, j'ai eu peur que tu parles de voitures électriques, mais heureusement, ça va. Non, pas du tout. Donc, les indices de fiabilité que vous pouvez voir sur Internet ne sont pas forcément tous très représentatifs. Alors, on le verra souvent quand même. Quand les marques sont quand même dans le classement, il y a souvent des éléments qui font que ça coince. On ne va pas s'arrêter sur des modèles précis, sinon on en a pour la journée littéralement. On va plutôt parler par marque, puisque vous le verrez, à moins d'avoir des exceptions, souvent les marques ont des éléments communs. C'est la même électronique, c'est souvent les mêmes moteurs, ne serait-ce que même dans les marques dans un même groupe. Et en plus de ça, souvent les marques ont des stratégies, des visions. Est-ce que j'entame d'ailleurs tout de suite par une marque? Eh ben, on entame par une marque. Eh bien, j'entame par une marque. Par exemple, en parlant de vision et de stratégie, dans les marques qui sont reconnues, dans les marques les moins fiables dernièrement, on a par exemple la marque Volvo. Les fans de Volvo en Effectivement, la marque Volvo, qui est une marque suédoise, est une marque qui existe déjà depuis un sacré moment et qui faisait des voitures un peu différentes. C'est des présentations à l'intérieur qui sont très épurées. C'est rare des Volvo avec un intérieur genre noir. Beaucoup de matériaux nobles, beaucoup de cuir, beaucoup d'alu, même du verre, des fois du cristal, du bois. C'est des voitures qui pendant très longtemps se sont illustrées par une fiabilité exceptionnelle. Pour une simple et bonne raison, je vous rappelle qu'en Suède, il fait pas chaud tous les jours. En Suède, il fait des conditions climatiques sur la route abominables. Donc
les Suédois ont rapidement eu une conception de la voiture, tu tournes la clé, ça part. Pendant très longtemps, Volvo a sorti des véhicules indestructibles. Dans les années 90, si je vous mets ceci, qui a eu plusieurs noms, hein, cette espèce de briec, tous ces modèles des années 90 qu'on vous affiche ici sont des modèles qui étaient d'une fiabilité exceptionnelle. Genre littéralement, ça faisait partie des marques les plus fiables au monde, point. Qu'est-ce qui faisait que c'était fiable? C'est parce que les véhicules étaient d'abord ingénierés dans un esprit de fiabilité. C'est pour ça, par exemple, qu'on avait des architectures moteurs qui étaient extrêmement fiables. Souvent, on avait du 5 cylindres en ligne, du 6 cylindres en ligne, avec des rendements faibles, c'est-à-dire que c'était assez fréquent de sortir, notamment en diesel, un 5 cylindres de litre 5 qui sortait 140 chevaux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le rendement, c'est le ratio de la cylindrée du moteur avec la puissance qu'il délivre. De façon assez générale et compréhensible, plus le rendement est faible, plus le moteur est fiable. Moins t'en demandes au moteur, plus il est fiable. Tu sors un moteur diesel de 2,5 litres de cylindrée, de façon générale, il va sortir 60 chevaux au litre. Oh, calme, hein. Il va pas presser le moteur, hein. À l'inverse, tu prends par exemple une A45 AMG 200 chevaux par litre, c'est énorme. Et on peut envisager qu'une A45 AMG aura moins de longévité qu'une Volvo qui sort 60 chevaux par litre. Évidemment, si c'était juste une base infaillible, on aurait des moteurs de 60 litres de cylindrée, on ferait une vidange tous les 50 000 km et on aurait une voiture dans notre vie. Évidemment, si t'as un moteur avec un rendement pourri, t'as un moteur avec des avantages pourris, c'est-à-dire qu'il va consommer, il va polluer, il aura pas une puissance terrible. Parfois, ça va demander plus d'entretien, des pièces plus grosses, une voiture plus lourde. Tout est question de moyenne, de généralité, de compromis. Et Volvo, le compromis, il le faisait pas sur la fiabilité, point. Leurs objectifs, c'était fiabilité, sécurité et, si possible, confort. Confort, ils l'ont toujours. Sécurité, ils l'ont encore plus. Ils sont au top. L'année dernière encore, aucune personne dans le monde n'est morte dans une Volvo moderne. That sounds good. Remember. En vrai, c'est stylé quand tu peux Non, dire. c'est un peu cool. Par contre, forcément... Ah bah par contre, il y a des moments où forcément ça... Alors, le fiabilité, ils l'ont juste changé sur écologie. Alors, gros, Wow, j'ai vu les commentaires. Ouais, ça y est. Ils ont défilé devant tes yeux, ouais. Ça devient le super pouvoir du youtubeur. Ouais. C'est même pas monté l'épisode, il a même pas déroché l'épisode, que j'ai déjà vu les commentaires. Volvo, dernièrement, se sont dit que ça serait pas mal d'aller un peu sur le futur, d'aller un peu sur les nouvelles technologies, notamment l'hybride, d'aller sur le downsizing, c'est-à-dire de faire des plus petits moteurs avec des plus gros rendements pour chercher la pollution moindre. Donc ça pollue moins, hein. Enfin, bon, en théorie, pareil. Oula, ça glisse. Oh là! Problème d'ASR, voyant, ASR. Non, les problèmes incessants, les voyants. Ah. Voilà, ouais, autant te dire que la sécurité, ils l'ont gardé, le confort, ils l'ont gardé, la fiabilité est partie. Toutes les Volvo modernes, essence ou diesel, sont motorisées par des 4 cylindres de litres. Sauf que je me vois pas continuer à mettre le même prix dans la bagnole pour avoir des performances qui régressent. Les acheteurs attendent des voitures qui au moins ont les mêmes perfs ou un peu plus. En plus de ça, avec la sécurité qui augmente toujours plus dans les voitures, ça passe par des éléments physiques. Par exemple, Volvo a été le premier constructeur à mettre un airbag de capot. Quand la voiture détecte que tu vas taper un piéton, le capot, t'as des airbags dessous. Et ils se gonflent, ils font POUM! Ils explosent et le capot, il se relève en fait. Ah. Viens. Pierrot est un piéton lambda. Vous êtes piéton? Je suis piéton et lambda. Vous traversez la route sans regarder et vous ne voyez rien de ce qui se passe. Quand soudain, une voiture, pas Volvo, arrive à pleine vitesse. Ouais, t'as forcément cette gueule-là quand tu traverses la rue sans regarder. Le capot va venir le percuter ici et donc le Pierrot va, et voilà, il va pencher, il va connaître une flexion et sa tête va venir. Alors que quand un piéton lambda arrive avec une Volvo, le capot est toujours là. Mais le capot va faire chlouk comme ça. Avec les petits oreillers là, et je vais pouvoir faire. Il va rebondir. Et ça va lui éviter que sa tête et son corps ils viennent éclater sur le pare-brise. Me demandez pas comment ça marche. Le problème, c'est que par exemple, avoir des airbags de capot, ça implique d'avoir un capot spécialement conçu pour. Donc tu rajoutes des pièces. Dans une autre voiture, il n'y a pas d'airbag de capot, il y a deux charnières, il y a un capot, tout, c'est un couvercle. Donc, aujourd'hui, Volvo fait partie des pires marques en termes de fiabilité sur les Volvo modernes. Est-ce que ça va s'arranger dans l'avenir? Pas du tout. Ça va être de pire en pire, en fait. Voilà. Voiture. Ah oui. Et rassurez-vous, si votre voiture est pétée à un quelconque endroit et que c'est pas fiable. Ah oui. Voilà. Celui-là aussi, tu sais, c'est un peu en mode bébé à bord. Mais en fait, ça montre.
Oui, j'aime bien. C'est sur la boutique, hein, c'est Ça, c'est pété. Ça c'est pété, hein, évidemment. Hein. Alors, tiens, citons une autre marque pas fiable. Souvent, dans les voitures les plus fiables, on a une tendance à citer les voitures japonaises. Puisque les Japonais ont une stratégie de développement qui est vraiment axée sur la fiabilité, sur l'évolution, sur la pérennisation des pièces employées, des technologies employées, il y a une marque qui fait plutôt exception là-dedans, qui est Nissan. Nissan, qui est une marque japonaise. Dans les années 90, c'était plutôt fiable, les Nissan. Les vieilles Almera, les Primera, à la faveur de leur alliance avec Renault, à la faveur de nouveaux marchés qui s'ouvraient pour eux, notamment l'Europe, et à la faveur d'une stratégie différente sur l'évolution de leur marque, Nissan est devenu aussi fiable que Renault, c'est-à-dire relativement fiable, c'est-à-dire correctement fiable, c'est-à-dire à peine fiable, c'est-à-dire globalement pas fiable, c'est-à-dire déjà pour faire leur voiture récente Nissan, ils ont demandé à Renault comment on faisait. On fait tous des erreurs dans la vie. J'exagère beaucoup. Ça ne tombe pas en ruine quand tu sors de concession. Renault, c'est pareil, ils ont fait des voitures extrêmement fiables. Néanmoins, de façon générale, ils ont eu une tendance, notamment au début des années 2000, avec le Qashqai de première génération, par exemple, qui est sorti avec des moteurs diesel pas au point, qui est sorti avec des technologies pas au point, avec une hâte absolue pour faire en sorte d'être les premiers sur le marché. Ça fait que le Nissan Qashqai de première génération n'était juste pas fiable. Point. C'est pas fiable. C'est pas grave, ça arrive, c'est pas fiable. Ça se voit, par exemple, le Nissan Juke qui sort encore aujourd'hui. Le principal critère du Nissan Juke qu'ils ont mis en avant, c'est le style. Ils ont fait une voiture principalement axée sur le style. La fiabilité, c'était après. Et même quand tu tombes sur du pur produit japonais, exemple la Nissan GT-R 35, qui a pour le coup, alors la Nissan GT-R 35, elle a zéro à voir avec Renault, hein. C'est pur Nissan. Ça c'est pas fiable non plus parce que c'est une voiture ultra performante. Et on en parlera après. En général, la performance ne va pas avec fiabilité. Je suis désolé de vous péter le truc, ça ne va pas avec fiabilité. Et il y a une autre marque qui est pas fiable en ce moment. Viens là. Oh Piquet, monsieur Chabrier! Il y a une marque qui truste la fin des classements depuis, alors sincèrement, 30 ans. C'est juste que les classements n'existaient pas avant. Donc si on pousse, ça fait 50 ans que c'est pas fiable. Ça dépend, Defender, c'était pas trop mal. Non. Si. Non. 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 C'était peut-être l'un des trucs les moins fiables de l'histoire. Le groupe dont nous allons vous parler... Il y a vraiment un truc dans cette Il y a poubelle. un truc dans cette poubelle, hein, c'est terrible. Il y a un truc dans Mais cette poubelle. il y a un animal qui est su là-bas. Il y a un animal, mais qui doit pas être bien, hein, du coup. Hein. Moi, ça me fait de la peine. Hein. Je suis sûr qu'il y a celui-là. Ouais. Mais il est pas genre dans une poubelle là-dessous, là, nous avons le groupe Jaguar Land Rover. Tout n'est pas acheté non plus. Cette tête, c'est la tête du déni. En fait, il y a plusieurs éléments qui font que Jaguar Land Rover n'est pas fiable. Faut distinguer deux périodes de Jaguar Land Rover. Il y a la période avant Tata et la période après Tata. Tata, c'est un constructeur indien, le plus grand constructeur indien, qui littéralement est l'un des plus grands constructeurs du monde parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ont un volume de vente qui est fou. La Tata Nano, qui n'existe pas chez nous pour 1 milliard de raisons. C'est littéralement une voiture extrêmement abordable, une voiture qui est une sorte de 2 chevaux moderne et qui, avec l'œil d'aujourd'hui, est une voiture qui... Tu montes pas dedans, quoi. Tata a une expérience en assemblage de voitures, mais n'a pas forcément une expérience en voiture qualitative et fiable. En Inde, c'est pas forcément très grave d'avoir des voitures moins fiables, déjà parce que les conditions ne permettent pas forcément d'avoir des voitures extrêmement fiables. Le réseau routier en Inde n'est pas bon, les conditions climatiques en Inde ne sont pas bonnes pour les bagnoles, elles en prennent plein la gueule. Tata a racheté Jaguar Land Rover pour pouvoir s'impliquer en Europe et aux États-Unis. Jaguar Land Rover, jusqu'au moment où ça a été racheté, était en retard de fou. Comme Aston Martin, comme Bentley, avant leur rachat par Volkswagen. C'était des petits constructeurs anglais qui survivaient puisqu'ils avaient une grosse base de fans. Le problème, c'est qu'à notre époque de mondialisation et à notre époque où les gens ont cherché de plus en plus de voitures fiables, c'est des voitures qui dans les années 90 se sont fait littéralement balayer par tous les concurrents. Donc quand Tata est arrivé dans le groupe Jaguar Land Rover, ils n'avaient pas un trou à compléter, ils avaient le gouffre de Helm à compléter, d'accord? Il a fallu remettre à jour 3 marques si on compte Land Rover en quelques années seulement, et forcément ça se fait au prix de concessions. Et puis plein de problèmes électroniques évidemment liés à tout plein d'essais qu'ils essayaient de faire parce que eux ils étaient toujours plus lents en développement que les autres. C'est l'exemple parfait que l'électronique, ils avaient genre 1 an pour rattraper l'électronique de marque qui était là depuis 15 ans, ça marche pas.
Aucun véhicule Land Rover Jaguar ne sont allés dans un top GT fiable. Il y a un truc à nuancer quand même à la décharge de Jaguar Land Rover. On part quand même d'un véhicule sur un Range Rover où on lui demande de tout faire. Il doit être confortable sur la route, mais il doit aussi pouvoir escalader des montagnes, mais il doit aussi pouvoir être performant autant qu'un SUV concurrent qui lui ne sera absolument pas apte à faire du tout-terrain. Et en plus de ça, il doit consommer rien et pas polluer et avoir littéralement 2,5 tonnes de luxe à l'intérieur, donc d'éléments de partout. C'est-à-dire te faire chauffer les coudes, te faire chauffer les doigts de pied, te faire chauffer la bite si possible. Et au final, quand tu essayes de faire rapidement un truc qui doit tout faire, forcément tu pars pas sur un bon truc. T'as fabriqué une cabane en bois dans ton jardin, elle est super. Je veux que tu me fasses la tour Eiffel maintenant. En bois? Tu te démerdes. Ah, Elle tient, hein? ok. Faut que ça chauffe, faut qu'il y ait des restos. J'en ai rien à foutre. Et tu sais quoi? Elle doit voler. On lève le défi. C'est là où ils auraient dû dire non peut-être. Donc, Jaguar, Land Rover, je suis désolé, mais vous êtes recalé. Et toi, t'as une chatte, mon pote. Le cul bordé de nouilles, comme on dit. On entend un peu le compresseur là. Ah ouais, ça m'a... Ou alors c'est que tu les as juste vendus à temps. Dernière marque, alors là, j'aurais dû prendre un gilet pare-balles. Dans les classements des 2 à 3 dernières années, en fonction des classements, nous retrouvons en dernière place. Dernière. Tesla. Là, les commentaires déjà, ça y est, c'est tombé. Là, ça pleut. C'est pas plus voir, non, ça y est. Alors, justement, on en parlait au début de l'épisode, à bien nuancer entre le critère de satisfaction et le critère de fiabilité réel. Niveau moteur, il y a plein de problèmes. Niveau batterie, il y a plein de problèmes. Et surtout au niveau électronique, il y a plein de problèmes. En plus de ça, la finition elle a chier, il y a plein de problèmes. Ça s'est un petit peu amélioré, comme ça j'adoucis un petit peu l'humeur, ça s'est un peu amélioré. Ah bah ça va alors. Oh, les commentaires reviennent. C'est bon. Petite dédicace à Joseph qui a acheté une Tesla Model 3, elle est à peine sortie de concession, qui a déjà des problèmes. Et en plus la concession, putain je suis allé avec lui. Non mais ouais, alors par contre, satisfaction de ce client, je comprends même pas que les gens soient satisfaits au vu de comment ils sont reçus. On est allé chercher la Tesla, Joseph, sur littéralement un parking avec des barbelés. Et il y avait un Algeco, il y avait un préfabriqué avec 3 bonhommes dedans qui lui ont dit « Ah ouais, c'est pour là, ouais, bah allez dehors là ». Et le mec il est passé devant chaque Tesla en faisant « C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Attends, mais elle est où? Brigitte! Ah! Si, c'est celle-là, c'est que j'ai pas la bonne clé. Voilà. » Le mec lui a donné la clé, lui a dit « Si vous avez des questions, vous venez me voir avant de partir. » C'est des pièces qui sont pas disponibles, c'est des pièces qui mettent une éternité à arriver, c'est un service client qui est incroyable, toujours François. Et d'un côté, ce qui est en train d'arriver chez Tesla est littéralement déplorable. Je le déplore. Moi, je déplore. Je déplore 2 fois. Mais, pour faire l'avocat du diable, ce qui arrive chez Tesla est finalement logique. Tesla 1 est aujourd'hui peut-être l'une des marques, la marque crédible la plus jeune du marché. Tesla a globalement 10 ans d'expérience. Tu ne peux pas rattraper 10 ans d'expérience par rapport à des gens qui ont plus de 100 ans d'expérience. Deuxièmement, en plus de ne pas savoir faire des voitures depuis longtemps, c'est une nouvelle technologie totale. Forcément, quand tu es dans les premiers à acheter une bagnole, tu payes les pots cassés. Tu ajoutes à ça que les Tesla, et c'est un choix, une stratégie de l'entreprise, centrer tous les modèles Tesla sur l'électronique. 100% des Tesla vendus ne fonctionnent qu'avec leur software, qu'avec l'écran central. Si ce truc il pète, t'es mort. Et en plus de ça, tu le cumules à un point, c'est qu'encore aujourd'hui, Tesla est l'une des marques qui cherche la performance, c'est l'une des marques à faire le plus de performance au monde. Ça fait 10 ans que tu fais des bagnoles, c'est-à-dire rien. Ta technologie électrique n'est déjà pas 100% fiable. Les batteries, on ne sait pas si c'est fiable. Le software, c'est moyennement fiable. Et en plus de ça, tu essayes de m'en faire un 1000 chevaux qui fait un 0 à 100 en 2 secondes. C'est logique. Ce qui se passe, c'est juste logique. Et je vais le mettre en perspective avec un excellent exemple. Nissan, quand ils ont sorti la Nissan Leaf, ils n'ont pas cherché la performance, ils n'ont pas cherché à tout marier, ils sont partis d'une base de voitures déjà existante, même si c'est une nouvelle technologie, même si c'est une voiture électrique, même si c'était nouveau pour eux. Et littéralement, la Nissan Leaf et la Leaf 2 sont les 2 voitures les plus fiables de Nissan et même du groupe Renault. Tout ça pour dire, j'aimerais bien vous donner un petit guide rapide pour finir cette vidéo de ce qu'il faut viser ou pas viser pour savoir si c'est fiable ou pas fiable. Il y a eu un gros pic de non-fiabilité dans l'histoire de l'automobile autour des années 2000. Encore un Tesla fanboy qui vient de faire un AVC. Et après il est mort. Autour des années 2000, les voitures des années 2000 sont les voitures les moins fiables qu'on ait eu faites. Aussi bien dans le monde du diesel, avec l'arrivée du common rail, dans le monde de la pollution, avec la généralisation des catalyseurs, mais surtout des filtres à particules dans les voitures, avec la généralisation de l'électronique. Partout. Tu rajoutes en plus de ça, effectivement, l'arrivée de plein de trucs au niveau de la sécurité. Sécurité active, sécurité passive, avec les ABS, les ESP, la multiplication des airbags, les directions assistance variables, tout ça c'est les mêmes années, les feux directionnels.
Et tu as, d'une façon générale, les voitures de toute fin 90 à mi-2000, voire fin 2000, qui sont dans les voitures les moins fiables qui existaient jusque-là. Laguna 2, Velsatis, tous ces mots qui résonnent dans la tête, c'est un cauchemar ces mots dans la tête. Les Avantime, les espaces, 207, 307, 407, 607, 807, j'en ai eu un. Quel très bon souvenir! Toutes ces années-là, pour tous ces problèmes-là, sont globalement, effectivement, un peu compliqués. Il y a des exceptions, évidemment, il y a des choses, mais sauf qu'il faut toujours aller les chercher au plus petit. C'est-à-dire que plus on va monter dans des trucs haut de gamme, plus les gens ont forcément essayé des choses folles, que ce soit en électronique, en motorisation, en tout. En tout cas, dans le spécifique, plus tu vas trouver des problèmes, c'est certain. Encore un excellent exemple, la W140 que j'ai, la classe S W140, est sortie dans l'époque la plus fiable de Mercedes. La Mercedes classe E W124, donc la classe E de l'époque, c'est dans les 10 voitures les plus fiables de l'histoire de la bagnole. La classe C, la 190, d'ailleurs on a essayé la Evo 2 sur la chaîne, est aussi dans l'une des 10 bagnoles les plus fiables de l'histoire de l'automobile. Les Vaux 2 étaient peut-être pas dans la fiabilité parfaite La non plus, 190. hein, mais... La 140 que j'ai, la classe S, la grande, donc la luxueuse, l'opulente, la délirante, est sortie dans les mêmes époques. Donc elle avait la même rigueur d'assemblage, elle avait la même volonté de fiabilité, elle n'y est pas arrivée. Parce que il y a trop de trucs, Trop de choses. putain de bagnole. Littéralement, la Mercedes, était-ce nécessaire de mettre un bouton qui monte et descend les appuis-têtes arrière de la banquette arrière? Je ne sais pas. On mais pouvait ça juste les laisser sortis. te mettre des suspensions à ressort et des suspensions hydrauliques dans la même... J'ai 2 suspensions dans la Mercedes. De te mettre en plus dans tout ça, comme c'est une voiture haut de gamme, on va pas te mettre un moteur de merde, on te met un V8 5 litres qui te fait 6 milliards de degrés sous le capot et qui fait 320 chevaux. Très bon pont aussi. Globalement, la performance est une ennemie de la fiabilité. Mais performant ne veut pas forcément dire gros moteur. C'est la petite nuance peut-être qu'il faut faire un tout petit C'est peu vrai. quand même. Un F-150 c'est over fiable et c'est avec des sacrés moteurs quand même. Un F-150 qui est animé souvent par des énormes moteurs V8, a un rendement abominable. Eh ben oui, sauf que c'était pas l'objectif. L'objectif c'est de tracter des choses, de porter des choses, donc il faut du couple et pas de la puissance. Et encore une fois, c'est juste que chaque voiture est souvent adaptée à son marché et chaque voiture a des problématiques différentes. On boucle sur les voitures françaises parce que les gens nous attendent là, parce qu'on en parle, on n'a pas parlé de Renault, on Ah n'a là, pas va y parlé avoir de la team Renault, Citroën. Alors les voitures françaises, c'est littéralement la synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Les voitures françaises du début des années 2000, notamment sur l'électronique, le diesel, c'était une catastrophe. Sûrement une Renault. Les voitures qui ont tenté des innovations à la con, à tout hasard, l'hydraulique chez Citroën avec la Citroën C6, qui est peut-être l'une des voitures françaises les moins fiables qui existaient et peut-être même l'une des voitures les moins fiables qui existaient. En tout cas, les françaises dans leur ensemble, effectivement, à part toutes les règles qu'on vient de donner, c'est pas à jeter, loin de là. Non, il y en a qui sont très bien. Genre par exemple la 206, qu'on retrouve encore énormément sur le marché de l'occasion. Twingo, hein, pardon. Une Twingo, Twingo 1, Twingo 2, c'est des voitures extrêmement fiables. Globalement, vous comprendrez la fiabilité des voitures françaises dans ce qu'on vient de dire. Quand il y a de l'innovation trop rapide, électronique, moteur ou quoi, forcément, il y a du risque. On espère vous avoir donné tous les conseils, toutes les choses à regarder. On a forcément oublié des trucs, hein. Calmez-vous. Du calme. Et j'ajouterai pour clôturer que ne vous fiez pas à votre ressenti. Et de même, ne vous fiez pas aux images que vous en avez. Exemple, Mercedes c'est fiable. Aujourd'hui, ils ont exactement le même problème que les autres. Ils ont fait des voitures terriblement pas fiables, Mercedes. Et d'une certaine façon, si vous voulez être sûr de pas vous tromper, achetez globalement japonais avec rien dedans. Merci de nous avoir regardés et puis gros bisous, hein. Allez, on peut couper à manger. Allez, on va bouffer, putain de merde.